Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous, chers frères. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste, professeur de finance et je vous remercie de regarder ma présentation intitulée Réflexion sur le pipeline transsaharien entre le Nigeria, le Niger et l'Algérie. Réflexion sur le pipeline transsaharien entre le Nigeria, le Niger et l'Algérie. Abonnez-vous sur notre chaîne, mettez un like sur la vidéo pour que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes possibles, mais également invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne et activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Ils recevront des notifications. Partagez sur votre mur, partagez dans vos groupes et souscrivez à notre membership pour soutenir le développement de notre chaîne. Voilà. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je fais une présentation pour parler du contrat, de l'accord qui a été paraphé entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria pour le transport du gaz du Nigeria vers la porte de l'Europe. Voilà, donc c'est un accord qui nous réjouit encore parce que c'est un accord qui va permettre de faire de grandes affaires. Voilà, de grandes affaires. Et si c'est inclusif, s'il n'y a pas trop de corruption de la part des dirigeants, ça devrait permettre à des pays comme le Nigeria de rehausser le niveau et de passer à l'étape supérieure. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va essayer d'apporter notre éclairage à la demande des personnes pour que les gens puissent bien comprendre. Je vais lire, après avoir expliqué un peu les concepts, je vais lire un article intéressant. C'est une petite note qu'on lit rapidement en 3 minutes de l'agence d'information de la Turquie. C'est intéressant. Cette petite note-là de l'agence d'information de la Turquie, ça va vous permettre de comprendre aussi beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. D'abord, parlons de l'Algérie, de Niger et du Nigeria. Ce sont des pays, ce sont des États sahéliens. Ce sont des États qui ont une population qui ont les mêmes origines. Hein. Vous retrouvez des populations du sud de l'Algérie au Niger. Vous retrouvez des populations du nord du Nigeria au Niger. Donc, c'est un même pays. Deuxièmement, ce sont des pays qui ont une longue tradition, une longue coopération qui date depuis des années. Par exemple, vous entendez souvent dire, quand la France avait voulu la partition du Nigeria, notamment du Biafra, parce qu'on y avait trouvé beaucoup de pétrole et du gaz, le Niger s'était opposé radicalement en envoyant ses hommes se battre et mourir pour que le Nigeria puisse garder son intégrité territoriale. Mais vous entendez également, quand, rappelez-vous, mon frère et ami Dupont, qui est un financier à Londres, d'ailleurs qui m'avait appelé pour me dire, écoute, on s'est pris la tête alors qu'il n'en était rien du tout. Je lui ai dit, non, on s'est pas pris la tête. Il faut qu'on échange, qu'on se challenge. Ça permet aux gens de comprendre. C'était sur notre page Facebook quand les gens disaient, ah oui, on va attaquer militairement le Niger. J'ai dit non, il n'y aura jamais d'attaque sur le Niger, vous verrez. Ça fera un petit bruit et puis ça fera pchit et il n'y aura jamais d'attaque sur le Niger. La raison est simple, c'est que le Niger, si je puis m'exprimer comme ça, le Niger, l'Algérie ne peut jamais laisser qu'il y ait une attaque militaire sur le Niger. Jamais. Et on avait vu le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Mohamed Attaf, avait fait une sortie en disant « Je ne veux pas de bruit de botte aux frontières de l'Algérie, donc le long de la frontière qui sépare l'Algérie et le Niger. » Et si c'était le cas, il y aurait un engagement. L'Algérie avait même interdit le survol de son territoire aux avions civils et militaires français qui, du coup, si vous voyagez de l'avion
du Cameroun vers la France, quand vous êtes dans l'avion, vous voyez le plan de vol. Donc, quand vous voyez le plan de vol, dès que l'avion décolle, il monte, arrivé au Cameroun, il passe par le Niger, il traverse par l'Algérie, et puis il rentre dans l'Espagne ou l'Italie. Donc, il se retrouve au sud de la France et il remonte, il arrive à Paris. Donc, vous voyez le plan de vol. Donc, imaginez tout de suite que ce plan de vol-là, qui est adopté par toutes les compagnies, soit cet espace soit fermé au vol, ça compliquait les choses. Donc, très rapidement, j'avais dit, l'Algérie ne va jamais accepter qu'il y ait le bruit de botte. Et deuxièmement, le ministre algérien Mohamed Attaf aussi s'était rendu à la CEDEAO à Abuja au Nigeria, où il avait discuté avec tout le monde, y compris avec les autorités nigériennes. Et moi, dans ma tête, j'avais toujours pensé que la diplomatie de l'Algérie, à ce moment-là, c'était d'abord de dire, d'abord, on ne veut pas les bruits de botte, on ne veut pas les armes, les déplacements de population, tout ça sur notre territoire. Et ensuite, n'oubliez jamais que le Nigeria a un projet de construction d'un pipeline avec l'Europe. Et ce pipeline-là passe forcément par le Niger et l'Algérie. Quand vous regardez les cartes, le pipeline ne passe pas par le Niger et l'Algérie pour rien. Il passe par le Niger et l'Algérie parce que dans la partie nord, si je puis dire, de l'Algérie, quand vous regardez les cartes de l'American Geological Institute, dans la partie nord de l'Algérie, vous avez énormément de pipelines. Énormément de pipelines. Différents types de pipelines. Vous avez des pipelines qui transportent le gaz vers l'Espagne. Vous en avez qui transportent, donc qui arrivent jusqu'à Cordoba. Attendez, qui arrivent jusqu'à dans Almeria, dans le sud de l'Espagne. Vous en avez une autre qui arrive dans le sud de l'Italie, au port de Gênes, etc., etc., etc. Vous avez plusieurs pipelines déjà installés, déjà construits par les Algériens. Vous avez, moi j'ai compté, on a 8 déjà. Donc, le gaz qui part du Nigeria arrive sur cette plateforme-là et en fonction des commandes, il peut être dispatché vers plusieurs pays européens. Je pense que j'ai compté dans le pourtour de la Méditerranée. Là, vous avez à peu près 6 pays qui peuvent prendre ce gaz. Deuxièmement, le gaz peut être chargé soit de l'autre côté à Algésiras en Espagne, soit de l'autre côté à Gênes en Italie, peut être chargé sur des tanks ou des camions pour pouvoir approvisionner les usines, les stations, etc., etc., en hiver, etc., etc., etc. Donc, c'est quelque chose de très important et, comme j'avais dit, de cette façon, le Nigeria ne pouvait pas courir le risque de se fâcher vraiment avec le Niger, mais surtout de se fâcher avec l'Algérie. Donc, il y aurait certainement un peu d'agitation de surface, mais après, on reviendrait à une relation normale et transparente. Et l'un des moyens déjà de revenir à une relation transparente, c'est qu'on a vu lorsque M. Tinubu, sur injonction de certains intérêts étrangers, il n'a pas hésité à couper le gaz, à couper l'électricité au Niger. Bon, je pense que là maintenant, à partir du moment où il va faire, et c'est là où je salue le génie des dirigeants du Niger, à partir du moment où il va faire traverser le gaz du Niger sur son territoire, il sera moins enclin à couper le gaz, à couper par exemple l'électricité au Niger. Parce que de deux choses l'une, le Niger pourra retalier en fermant les vannes du gaz algérien. Mais ça, ce sont des scénarios qu'on n'aimerait pas voir. On aimerait voir des scénarios où enfin les Africains travaillent pour le bonheur de leur population. Voilà. Font du commerce pour le bonheur de leur population. Voilà. La deuxième chose que je dois dire aussi, c'est la géopolitique. La géopolitique, c'est parce que vous avez vu la conséquence de la crise en Russie, entre la Russie et l'Europe, qui était la crise ukrainienne. Ce qu'il faut dire, c'est que la réalité, les gens me disent, oh, les gens dépeignent Joe Biden comme étant le mauvais, le méchant guerrier, et Donald Trump comme étant vraiment le gars gentil qui est venu. Mais ça, c'est fait preuve de naïveté. De naïveté, chers amis. Je détiens à peu près les actions d'une bonne dizaine d'entreprises dans le secteur de l'énergie. J'avais dit, dès que la crise russe avait commencé, j'avais dit aux gens, achetez les actions. Vous prenez par exemple Atos Énergie. Je ne veux pas parler là, mais c'est des choses qui sont publiques. Vous allez sur le site de Atos Énergie, vous allez voir l'information. Atos Énergie, quand les histoires ont démarré en Irak,
Atos Énergie était aux alentours de 26 dollars. 26 dollars, Atos Énergie qui fait dans le pompage, la liquéfaction de gaz, GNL et la distribution dans le monde, ils sont passés de 26 dollars, ils sont aujourd'hui à combien? Ils sont à 140. Avant que les marchés ne baissent, là, ils étaient à 160. Les marchés ont baissé plus à 147. Imaginez quelqu'un qui, dès que la crise avait commencé, a mis son argent dans cette entreprise-là. Ben, il a multiplié ses investissements par 4 ou 5, par là. Voire plus. Hein, 6 ou 7. Donc, je parle d'Atos Énergie, je peux parler d'autre chose. Hein. Je peux parler de Warren Buffett avec Berkshire Hathaway. L'une des raisons pour laquelle les actions de Berkshire Hathaway ont beaucoup monté, c'est parce que Berkshire Hathaway a créé une entreprise qui s'appelle Pacific Energy, qui a beaucoup investi dans le pompage du gaz, la liquéfaction et l'exportation vers l'Europe. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un game changer. C'est que le but des Américains, c'était de fermer Nord Stream 1 et 2 pour que le gaz ne coule plus vers l'Europe. Voilà. Et quand le gaz n'a plus coulé vers l'Europe, l'Europe s'est retournée maintenant vers l'Amérique. Et j'avais dit que là-dedans, l'Afrique avait une carte à jouer parce que le projet là, c'était un vieux projet. Et si le Nigeria aujourd'hui arrive à lever de l'argent pour pouvoir réaliser ce projet, ça veut dire qu'il y a des gens les financiers, qui sont prêts à mettre de l'argent parce qu'ils voient que l'Europe sera sevrée pour longtemps. C'est que même si la guerre en Ukraine finit, il faudra compter au moins une décennie avant que Nord Stream commence à faire couler son gaz vers l'Europe. Donc, en attendant, les pays africains peuvent se positionner. Et même quand Nord Stream va faire recouler son gaz, il faudra encore négocier sur beaucoup de choses parce que ce sont des contrats à terme. Il faudra négocier sur les conséquences des sanctions, etc. Le dégel de l'autre côté, qui, du coup, donne une opportunité aux pays africains. La construction de pipeline par l'Algérie, par le Nigeria pour traverser le Niger et l'Algérie est une bonne chose puisque de l'autre côté, l'Algérie est en train de construire une autoroute qui est déjà en cours qui a déjà fini la partie algérienne, qui traverse le Niger et qui bientôt va arriver au Nigeria. Le Maroc aussi fait pareil. D'ailleurs, c'est pour ça que le Maroc avait demandé à rentrer dans la CEDEAO. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, je vous donne un peu le compte rendu de l'agence d'information turque qui dit l'Algérie et le Niger ont signé ce mardi à Alger 3 accords pour accélérer la réalisation du projet de gazoduc transsaharien. Nom de code du projet TSGP. Voilà. Devant permettre l'acheminement du gaz naturel du Nigeria vers particulièrement l'Europe en passant par le Niger et l'Algérie. Donc, le but de l'accord, c'est de permettre le transport et l'acheminement du gaz du Nigeria vers l'Europe en passant par le Niger et l'Algérie. Ces accords sont signés à l'occasion de la 4e réunion ministérielle du comité de pilotage de ce chantier dont les travaux ont débuté en présence des ministres de l'énergie des 3 pays. Il s'agit d'un contrat de mise à jour de l'étude de faisabilité du projet, d'un contrat de compensation et d'un accord de non-divulgation des données entre les sociétés d'énergie des 3 pays. C'est important. Il s'agit d'un contrat d'indemnisation, c'est-à-dire que il y aura certainement les pipelines vont passer dans les villages, il y aura les gens qui seront déplacés, il va falloir les indemniser, il va falloir construire des infrastructures sociales, il va falloir faire des études d'impact environnemental, etc., etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'il parle de mise à jour. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites avant que cela ne sorte de terre. Mais comme vous avez aussi entendu, il s'agit d'un contrat de non-divulgation des données. Donc, non-divulgation des données, les entreprises, les différentes entreprises des différents pays ne peuvent divulguer les données sur la construction de cette infrastructure de transport de gaz liquéfié. Donc, ça, c'est important. C'est de ça qu'il s'agit. Et il dit, le contrat de mise à jour de l'étude de faisabilité a été signé par le ministre d'État, ministre algérien de l'énergie, le ministre des Mines et de l'énergie renouvelable, Mohamed Akrab, du ministre d'État chargé des ressources pétrolières de la République fédérale du Nigeria, M. Ekperikpe Ekpo, et du ministre du pétrole de la République du Niger, M. Sahabi Oumarou, en présence du ministre nigérien de l'hydraulique et de l'assainissement et l'environnement, Mazamia Abdoulaye. Voilà. Donc,
ça vous donne l'importance que revêt ce projet pour ces États. C'est-à-dire que là-dessus, on a déplacé carrément les personnes en charge du dossier, alors qu'on n'est qu'à la signature d'un accord de non-divulgation, de réactualisation de l'étude de faisabilité et aussi d'indemnisation des populations. Donc, qui veut dire que le projet va démarrer de manière imminente. Voilà. On dit le contrat de compensation ainsi que l'accord de non-divulgation de données ont été paraphés quant à eux par le PDG de la compagnie algérienne des hydrocarbures, la Sonatrach, et ses homologues du Niger et du Nigeria. Donc le Nigeria, c'est la NPP, Nigeria National Petroleum, quoi, c'est NNPP, voilà. Donc, il y a ça, et au Niger, certainement par la personne en charge du dossier. Et en Algérie, par le directeur général de la Sonatrach. Comme quoi, la Sonatrach, au niveau géopolitique, permet à l'Algérie de devenir un acteur géopolitique majeur en Afrique, surtout dans le domaine de l'énergie. Donc, dans le domaine de l'énergie, on voit la poussée de l'Algérie au Niger, mais également au Nigeria, parce que rien ne dit que l'Algérie a conçu plusieurs pipelines. On va suivre, parce que c'est un dossier que nous allons suivre ici. Vous allez voir bientôt arriver l'Institut algérien du pétrole qui va signer des accords pour transférer la technologie. Et c'est ce qu'on souhaite pour la construction de ces pipelines-là, de manière à ce que ces marchés, c'est un contrat de 13 milliards de dollars. Ça veut dire à peu près, aujourd'hui, avec le coût du dollar, 7 000 milliards de francs CFA. Il faudrait que ces pipelines soient conçus par des entreprises nigériennes et algériennes. Elles peuvent créer un consortium. Elles peuvent créer un consortium à un tiers, ou à, je sais pas, à 40% pour le Nigeria, 30% pour le Niger, 30% pour l'Algérie. Et le consortium peut réaliser tous les travaux dans tous les pays. Et après, ça permet que les ressources, là, les 7 000 milliards, restent sur place dans nos pays et permet d'irriguer l'économie en élargissant le bilan des banques, en permettant de financer d'autres projets avec l'argent gagné dans ça, en créant des emplois et en permettant à nos entrepreneurs de s'aguerrir dans le domaine des affaires. Voilà. Le gazoduc devrait acheminer le gaz du Nigeria jusqu'en Europe, en passant par le Niger et l'Algérie sur 4200 km. Voilà. Je rappelle qu'à 4200 km, on n'est pas encore à la frontière nord de l'Algérie. J'ai regardé les cartes, mais je ne peux pas montrer ça là. Le pipeline va jusqu'au nord de l'Algérie. Et au nord de l'Algérie, il y a plusieurs autres pipelines. Ça veut dire que depuis l'Algérie, le Nigeria pourra même vendre son gaz à la Tunisie, pourra vendre son gaz, comme j'ai dit, à l'Italie, à la Grèce, etc., à tous les pays installés sur la Méditerranée, mais également pourra faire charger des tankers, donc qui vont prendre, disons, tout au plus une journée, par exemple, pour approvisionner la Belgique, l'Allemagne, etc., la France, etc., à partir des ports du Havre, etc. Donc, 4200 km. Le coût de l'investissement est estimé à 13 milliards de dollars et la capacité de l'ouvrage sera de 30 milliards de mètres cubes de gaz par an. Voilà. 30 milliards de mètres cubes de gaz par an. Je m'arrête là. 30 milliards de mètres cubes de gaz par an. Ça veut dire que le Nigeria va devenir un acteur important sur le marché du gaz mondial grâce au pipeline du Nigeria qui va traverser vers le Niger et qui va traverser le Niger et qui va également traverser en Algérie. Voilà. Ce qui veut dire que le Nigeria et son rôle dans la CEDEAO, ce sera désormais la personne qui a le plus intérêt à ce qu'il y ait la paix et la stabilité dans les pays de l'AES et même du nord de l'Afrique. Parce que ça en dépend. Deuxième chose, c'est l'ancrage des pays africains dans la modernité. Parce que, vous pouvez le voir, ici aux États-Unis, tout le gaz est transporté par des pipelines. Tout le pétrole est transporté par des pipelines. Ce qui n'est pas transporté par des pipelines, c'est le last mile. Ça veut dire que quand vous arrivez sur un dépôt pétrolier, vous pouvez voir des pipelines qui partent de l'Oklahoma, par exemple, pour arriver dans l'Illinois. Bon. Donc, tout ce carburant arrive dans l'Illinois. Bon, maintenant, à partir de la station de dépôt des hydrocarbures, maintenant, aux États-Unis, on prélève le pétrole, là, brut, là, non, le pétrole raffiné, là, pour approvisionner les stations-service.
soit par transport ferroviaire, soit par transport par camion. Mais pour ceux qui vivent aux États-Unis, ils pourraient me dire, vous ne voyez pas les transports d'hydrocarbures partout sur le continent. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas le transport d'hydrocarbures partout sur le continent. Euh, partout aux États-Unis par camion. Ça se fait beaucoup par ligne de chemin de fer, ça se fait beaucoup par des pipelines. Donc, la décision, là aussi, puisque le Niger bientôt va être transféré par beaucoup de traversé par beaucoup de pipelines. Ça veut dire aussi que le Niger va devenir, comme je l'ai dit sur mon mur, un acteur majeur. Vous avez vu cette semaine le chef d'état-major le ministre de la Défense du Niger, le général de corps d'armée Salifou Modi, a reçu dans son bureau le ministre des Affaires étrangères, non, le chef d'état-major de l'armée de l'Italie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les Italiens se sentent impliqués dans un projet comme ça, parce que c'est un projet qui va permettre de faire traverser le gaz, et le gaz, à partir des pipelines installés en Algérie, va aller par exemple jusque dans le port de Gênes, jusque dans les ports de Naples. Les cartes existent. Et vous voyez là, ça veut dire que l'Italie maintenant va pouvoir charger aussi de ses pipelines et approvisionner beaucoup de pays. Ça va être un game changer. Ça va être un game changer d'abord parce que ça va rapporter beaucoup de devises à un pays comme le Nigeria. Ça va rapporter beaucoup de devises à un pays comme le Niger. Ça va rapporter beaucoup de devises à un pays comme l'Algérie. Ça va permettre aussi à l'Algérie d'être un hub du négoce ou du trading et du transport et la logistique, ce qu'on appelle le supply chain. Le global supply chain des hydrocarbures africains, en l'occurrence le gaz et même le pétrole. Ça va permettre à l'Algérie de jouer un rôle capital dans le domaine de l'énergie. Bon, évidemment, les gens vont poser la question, alors qu'en est-il de l'Algérie avec le Mali? Moi, ce que je dis, c'est que comme il y avait un artiste camerounais qu'on appelle Lapiro de Mbanga qui disait « No condition is permanent in this world ». Donc, il reprenait une phrase qu'on prononce dans les zones anglophones du Cameroun, no condition is permanent. Ça veut dire que quand il y a une situation difficile, comme on dit tough time en anglais, la situation se résout toujours par le dialogue, la concertation, le travail. Ça prend du temps, mais ça finit toujours par se résoudre. Dans les pays, il y a toujours des mésententes, mais les mésententes se résolvent toujours. Ce qui veut dire que l'Algérie va bientôt pouvoir régler son problème avec les autres pays et on va passer donc avec le Mali et on va passer à autre chose. Il y a un dialogue intermalien qui est en cours, laissons-les faire, laissons-les travailler et puis après il y aura un règlement de compte, un règlement des dossiers, ça veut dire que des dossiers sécuritaires, les Algériens et les Maliens ce sont des frères, hein, ils vont s'asseoir, ils vont se parler. Et vous verrez qu'au sortir de là, on ne parlera plus de rien. Vous avez vu aujourd'hui l'ouverture du FESPACO, qui était le pays invité, le président du Tchad. Il y a 10 ans, personne n'aurait cru ça possible, parce que c'est le Tchad qui était en première ligne avec les forces françaises dans ces pays-là. Mais le changement de leadership, le nouveau dirigeant qui est arrivé a tourné la page. Il a réouvert une nouvelle page. Il dit, voilà, nous engageons sur une voie panafricaniste, nous engageons à travailler avec nos frères. Il a vu certainement le résultat de ce que leur engagement militaire contre leurs frères au Sahel a donné. Ça dit rien du tout. Et il a tourné radicalement la page. Donc, ça se fera aussi. Donc, on aura, et ça ouvre encore une autre perspective. Beaucoup de gens se disaient, ah, le gaz malien, par exemple, parce que le Mali a beaucoup de gaz, le gaz malien sera exporté vers les autres pays africains. C'est vrai, mais on peut aussi entrevoir que le gaz malien sera exporté vers l'Europe. Il suffira de construire un pipeline, pas très loin, dans le nord du Mali, qui se connecte au pipeline du Nigeria, et ça permet aussi que le gaz malien soit chargé à partir des ports algériens ou des ports espagnols comme Almeria, Gênes en Italie, etc., Marseille en France, pour pouvoir approvisionner les pays européens et capter les devises en euros ou en dollars. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. C'est quelque chose de très important. Il faudra suivre ça. C'est un accord, comme on dit, qui va créer un game changer. Au lieu que le Nigeria dépense des coûts exorbitants, des coûts d'assurance pour faire transporter son gaz par les GNL, le liquéfier, le transporter, le déliquer, etc., etc. C'est un processus long et dur
qui est très coûteux en termes d'investissement pour le Nigeria. La solution de Pipeline est une solution pratique, c'est une solution moins coûteuse, mais c'est aussi une solution qui permet au Nigeria d'optimiser ses rendements ou ses revenus dans la chaîne de valeur, de recapter une grande partie de la chaîne de valeur. En tout cas, ça permet de relocaliser sur le continent africain plus de 80% de la chaîne de valeur. Et c'est ce qui fait notre bonheur, voilà. Ce sont des directs comme ça que vous allez regarder sur cette chaîne-là pour que vous puissiez clarifier, pour qu'on puisse clarifier ça. Et évidemment, comme je vous ai dit, c'est dur pour l'instant de faire une autre analyse parce qu'il n'y a pas encore les données statistiques. Mais quand on sait déjà qu'il y a 30 milliards de mètres cubes de gaz GNL qui vont être transférés vers le... Hein, c'est ça? J'espère, il ne faut pas que je dise de bêtises. Permettez-moi encore de regarder ça bien. Oui, il y a 30 milliards de mètres cubes de gaz, en effet. 30 milliards de mètres cubes de gaz qui vont partir du Nigeria vers l'Europe. Mais j'espère que ça ne s'arrête pas là. J'espère que même le Niger aussi devient un grand, se connecte à ce pipeline, achète le gaz, fait de l'enfûtage et dans les bonbonnes et distribue cela dans les pays de l'AES, notamment le Burkina et même le Tchad. Mais également que dans l'avenir, le Mali, par exemple, règle les petits bisbilles qu'il y a avec l'Algérie et utilise les pipelines algériens pour sortir son gaz à destination de l'Europe. Je veux dire que à partir de ce moment, vous construisez, c'est que, un exemple, nous sommes en train de construire la ZLECAf, le marché commun africain. À partir du moment où quelque chose comme ça est mis en place, ça va permettre à la ZLECAf, hein, n'est-ce pas, à la ZLECAf de pouvoir augmenter ses market share, comme on dit, ses parts de marché. Market share, non, market share, ça veut dire les parts de marché. Par exemple, on estime qu'aujourd'hui, le commerce intra-africain, ça représente à peine 5% du commerce entre les pays d'Afrique. Mais quand vous allez regarder 30 milliards de mètres cubes de gaz déplacés sur le continent africain pour l'Europe et avec la quantité qui sera vendue aux autres pays africains, ça va augmenter rapidement la quantité de marchandises vendues en volume et en valeur surtout en valeur sur le continent africain et qui va augmenter la part comment on dit, le market share des produits intérieurs sur le continent africain. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. C'est quelque chose de très important. Il fallait qu'on s'appesantisse dessus pour pouvoir en parler. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable et formidable journée. Je vous demande de vous abonner sur notre chaîne. C'est la chaîne du savoir. Invitez vos amis à s'abonner massivement sur notre chaîne. C'est la chaîne du savoir. Ici, le meilleur est à venir. Partagez la vidéo sur votre page, dans vos groupes. Mettez un like pour que YouTube puisse recommander la vidéo au maximum de personnes. Aussi, soutenez le développement de notre chaîne en faisant un thank you. Hein, vous allez en bas de la chaîne là. Vous allez voir le petit cœur là, comme ça là. Thank you. Ça vous fait de faire une donation ou bien souscrivez au membership pour soutenir le développement de notre chaîne. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne journée car ici, le meilleur est à venir. Bye.